Donc, la dernière fois, on avait beaucoup parlé d'espace, de référentiel. On avait analysé un peu sur un exemple la notion de loi qualitative. Et on avait vu comment un petit raisonnement permettait de prédire des tendances, en tout cas des évolutions. C'était la loi de la chute des corps. On avait le temps de chute en fonction de la hauteur de chute, et on avait réussi à montrer que ça devait être quelque chose qui augmente, mais qui augmente de moins en moins vite au fur et à mesure que la hauteur augmente, etc. Bon. La loi exacte en racine de h est un peu plus difficile à obtenir qualitativement, mais en fait, en allant un peu plus loin, c'est-à-dire en posant un peu plus profondément la mécanique, en fait, on peut retrouver rapidement ça aussi, on le fera peut-être. Mais il y a un autre point que je voulais aborder sur cette loi. Il y a une chose qu'on a, enfin, sur ce type d'évolution, donc de loi physique, au sens que, d'une part, il y a une régularité pour à chaque fois qu'on lâche le corps d'une hauteur h, il met toujours le même temps delta t à atteindre le bas de la hauteur en question. Il y a une autre propriété évidente qu'on n'a même pas questionnée, mais que je veux cette fois souligner parce qu'on va en tirer autre chose, c'est le fait que cette courbe-là est continue. On ne l'a même pas dit tellement ça paraît évident. Mais c'est quelque chose à réaliser, c'est que si... Ça veut dire quoi continu? En l'occurrence, ça veut dire que si je me déplace un tout petit peu, je le dis avec des mots non mathématiques, en tout cas pour commencer, si au lieu de tomber d'une hauteur h, le corps tombe d'une hauteur h plus un petit peu, on va noter h plus delta h, vous connaissez cette notation, delta, quand c'est un petit incrément, enfin un petit delta comme ça. J'emploie pas le dh de la différentielle, c'est une notion mathématique un peu plus complexe, sauf quand on l'utilise de façon légère, mais donc disons un petit delta h en plus. On ne s'attend pas à ce que la durée de chute soit autre chose que delta t, le delta t de départ, enfin, correspondant à h, plus un petit peu plus, plus delta de delta t. Pardon, donc un grand delta, ça c'est la durée totale, et le delta c'est la petite variation de cette grande. Donc le long de cette courbe, en fait cette courbe est continue, ça veut dire que si vous changez juste un tout petit peu h, vous n'allez pas avoir un saut brutal, vous n'allez pas avoir une discontinuité, quelque chose qui ferait que jusque-là c'est comme ça, et puis là d'un coup, pouf, ça part au-dessus par exemple. Il y avait une brisure là. Et ça aussi c'est très intuitif. Et alors pourquoi? D'où nous vient cette intuition? Bon, on va me dire, elle est là, et en général, la réponse pour ce genre de questions, d'où vient l'intuition que quelque chose est d'une certaine façon, la réponse, c'est généralement parce que c'est comme ça, et en fait, une intuition contraire au réel a peu de chances d'émerger, et si elle émerge, elle a peu de chances de se maintenir, et si elle se maintient, elle a peu de chances de se transmettre, etc. On revient sur la perspective évolutionniste, sachant que toutes ces idées qu'on a sur le monde ne viennent pas de n'importe où, et donc, a priori, nos idées, au moins dans un certain cadre, dans un certain domaine, dans un certain champ d'expérience, doivent se conformer à peu près, en tout cas à la manière dont le monde se comporte. La manière dont il est, est-ce que ça a même un sens? C'est une autre question. Donc, il nous vient cette idée, mais on peut raisonner à contrario s'il était vrai qu'il y ait un décrochement comme ça, en un certain point. Ça voudrait dire qu'il y a une certaine hauteur particulière, je note h0 ici, il y a une certaine hauteur qui joue un rôle très particulier, en fait. C'est que pour moins que ça,
il y a une certaine loi, et puis ils ont une certaine évolution, et puis pour un peu plus que ça, pouf, d'un seul coup, il se passe un truc à l'âge 0. Or, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence entre être à H0 moins un tout petit peu et H0 plus un tout petit peu? Il n'y a rien a priori qui conduise à provoquer une telle discontinuité, en fait. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'attend quand même au départ à ce que ce soit continu. Mais vous voyez que la discontinuité fait jouer un rôle particulier à la hauteur correspondant à la discontinuité. Alors ça pourrait être discontinuité en plein de points, en fait. Donc il pourrait y avoir plusieurs particuliers. Est-ce que ça peut être discontinu en chaque point? Au bout d'un moment, ça ne veut plus dire grand-chose. Mathématiquement, on peut traiter ça. Je ne rentre pas dans ces détails, ce n'est pas la peine, mais je veux juste insister sur cette notion de continuité. Et parce que je voudrais la relier à un élément fondamental aussi, qui est la continuité de l'espace, ou disons l'existence dans l'espace, notre représentation de l'espace, d'une notion de voisinage et donc d'une notion topologique en fait. Alors vous avez fait des maths, vous savez ce que c'est que la non, c'est pas vous qui avez fait des maths. Ah non, c'est vous qui avez fait des maths, pardon. Donc vous savez ce que c'est que la topologie, les voisinages, etc. Pour vous, donc sans doute pas. Si, quand même. Ok, très bien. Bon, on verra si on a besoin d'en dire beaucoup, mais peut-être pas. Donc, en tout cas, le fait... Enfin, s'il y avait une discontinuité pour une certaine hauteur h, ça voudrait dire que, voilà, enfin, lâcher un corps d'ici ou de là, ça change à un certain endroit. Ça veut dire que ce point-là, il est spécial. Mais en fait, on l'a déjà commenté, une hauteur... c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc en fait, ce serait cette discontinuité viendrait de... En fait, ce serait même pas localement, quelque part, il se passe quelque chose. Ce serait la différence entre deux points qui, a priori, n'ont rien à voir, puisqu'on peut choisir la référence où on veut. Il faudrait qu'il se passe quelque chose quand la chose par rapport à laquelle on regarde le temps de chute passe un certain seuil. Enfin, on voit bien que ça n'a pas de sens, en fait. Donc, on aurait pu le prédire aussi, on l'a fait implicitement, mais volontairement, j'insiste là-dessus maintenant, on aurait pu prédire cette notion de continuité. Cette notion de continuité, elle est vraiment cruciale, fondamentale. Elle est au cœur de toute la physique classique et elle est à la base de la mathématisation, d'abord de la géométrie, je vais noter mathématisation, puis de la physique. Alors, peut-être que parler de mathématisation de la géométrie, c'est peut-être une bêtise stricto sensu, au sens où les mathématiques sont nées avec la géométrie, probablement. En tout cas, c'était très confondu à l'époque, dans l'Antiquité grecque. Ce que je veux dire par là, c'est, je pense plutôt, par exemple, à Descartes, qui introduit la notion de coordonnées, donc une façon d'algébriser pour le coup la géométrie, c'est-à-dire de parler de points, de repérer des points par des nombres. Sur une droite comme ça, vous prenez une origine, et puis du coup, chaque point peut être défini ou caractérisé, identifié, un point A, par sa distance à l'origine que vous avez choisie. Et je peux noter XA, cette distance-là, par exemple, l'abscisse du point. C'est comme ça qu'on peut
associer des nombres à des points et du coup traiter des problèmes géométriques comme des problèmes algébriques. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais donc attribuer, enfin justement, les nombres par lesquels on repère les points sont des nombres réels, par hypothèse, ou c'est ce qu'on appelle la droite réelle, ça. Voilà. Chaque point peut être associé à une coordonnée, et ça nous renvoie à la petite discussion qu'on avait eue sur Zénon. En fait, c'est que si vous décidez que ça fait 1, enfin, vous prenez une unité, voilà, entre 0 et on note souvent I, vous dites que ça, c'est la longueur 1, bah, il est naturel, si vous prenez le point milieu, d'attribuer la grandeur 1,5, ici la grandeur 1/4, et en fait, vous voyez bien, là, vous allez avoir 3/4. En fait, vous allez avoir tous les nombres correspondant à tous les points. On a cette intuition de cette continuité de l'espace. Et vous voyez que depuis 5 minutes, je parle de la notion de longueur, de distance, sans l'avoir vraiment introduite. C'est-à-dire que l'espace tel qu'on le conçoit et tel qu'on l'a presque défini la dernière fois en montrant comment il était construit avec la notion de référentiel à partir de la notion de distance. Vous voyez que cette idée même de l'espace nécessite, en tout cas dans notre représentation et dans la manière dont on le conçoit, nécessite la notion de longueur, de distance. Et ça, je l'avais dit, je crois, dès le tout premier cours, celui qui n'a pas été enregistré, que la notion de distance est première. Et à partir de ça, on construit l'espace, avec l'espace comme pas juste un ensemble de points qui n'auraient pas de lien les uns avec les autres, mais un ensemble de points ayant des rapports de distance les uns par rapport aux autres. Et j'avais explicité que si vous avez un corps solide, donc justement, et j'avais pareil défini le solide comme un corps dont la distance entre deux points quelconques ne varie pas, donc cette notion de distance, elle est vraiment là dès le départ. On avait défini l'espace associé à ce corps constituant donc un référentiel comme l'ensemble des points, comme le point ayant une distance bien particulière par rapport à tous les points du référentiel. Et comme ces distances peuvent prendre toutes les valeurs possibles, toutes les valeurs réelles possibles, on verra si on a besoin de dire un mot de plus sur les réels, l'espace est continu en ce sens. L'espace a la continuité des nombres réels, alors à 3 dimensions ici, mais cette continuité, elle est vraiment présente. Et donc, je le disais, elle est essentielle à la formulation même de la physique classique qui, comme vous le savez, enfin, vous connaissez la loi de Newton, la masse fois l'accélération égale la force, l'accélération étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps, la vitesse étant la dérivée de la position par rapport au temps. Je vais revenir rapidement tout à l'heure. Je pense que c'est bon. Ça vous parle? Pas forcément. Ok, donc j'y reviendrai. En tout cas, il y a une notion de continuité que je vais pousser un peu plus aujourd'hui là. Donc, dans l'écriture même des lois de la physique, cette continuité est non seulement présente, mais nécessaire. Enfin, et une certaine présentation naïve ou historiquement très datée de la physique quantique laisse entendre que cette notion de continuité est remise en cause par la physique quantique. On parle, vous avez dû entendre parler de ça, on parle de saut quantique, c'est devenu presque
enfin un tic de langage, dès qu'il y a une discontinuité quelque part, on dit c'est un saut quantique, même si ce n'est pas du tout dans le cadre de la physique. Enfin, ça fait bien, semble-t-il, de parler de saut quantique. Alors, le problème, c'est que saut quantique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, disons, je sais à quoi ça fait référence, mais ça, on y viendra, mais la physique quantique est continue, en réalité. La perception de la physique quantique, c'est une autre question. Et la physique quantique est continue dans son principe. Donc même en fait, contrairement à ce qu'on a pu croire de bonne foi historiquement, et ce qu'on par paresse continue à dire ou à laisser croire, ce qui n'est pas bien, aujourd'hui, la physique quantique ne remet pas en cause directement cette notion. Quoi qu'il en soit, je reviens, pardon, c'est un peu décousu pour l'instant, mais ça va se cristalliser tout à l'heure, enfin, petit à petit. J'ai mentionné aussi la dernière fois, et je viens de redire là, que un point est défini par l'ensemble de ses distances à tous les autres points. Donc du coup, le point fait partie en quelque sorte du référentiel, il n'est pas matérialisé, mais un point associé à un référentiel est lui-même rigidement attaché à ce référentiel. Si ce corps-là, repéré par rapport mettons, au tableau, se déplace, il entraîne avec lui tous les points qui ont des distances fixes par rapport à tous les points qu'il constitue, etc. Donc cet espace rigide, construit à partir de la notion de distance sur laquelle on reviendra, cet espace, je viens de le dire là à nouveau, et vous le savez, c'est un espace à 3 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un espace à 3 dimensions? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Enfin, je pense que vous savez intuitivement ce que ça veut dire, mais si vous deviez le formuler, comment diriez-vous ça? Qu'est-ce qui changerait si c'est un espace à 2 dimensions ou à 5 dimensions? Il y a un paramètre de longueur en plus, enfin, il y a la profondeur. Oui, alors, donc on va dire hauteur, largeur, profondeur, par exemple. Hauteur ou longueur, enfin, profondeur, enfin. En tout cas, il y a 3 notions, effectivement. Un corps solide, il y a ça, ça, ça. Mais je vais en représenter un, corps solide. Donc il y a une dimension comme ça, une comme ça, et puis une comme ça. Ah bah oui, il y en a 3. Ah bah non, regardez, il y a ça, il y a celle-là aussi. En voilà une 4e. Et puis en voilà une 5e. En fait, quand on dit, bah oui, il y a 3 dimensions, hauteur, largeur, profondeur. En fait, qu'est-ce qui caractérise ces dimensions par rapport à toutes les directions? Parce qu'on montre, là, on dit c'est par là ou par là. Oui, enfin, par là, et puis par là, et puis par là. Qu'est-ce qui fait dire qu'en fait... pourquoi on dit qu'il y a 3 dimensions? Pourquoi on singularise 3 directions particulières alors qu'il y a une infinité de directions en réalité? Donc ça veut dire quoi qu'il y a 3 dimensions? Parce qu'en fait, en général, on balance ça comme ça, on dit, ah bah vous voyez bien, je peux aller par là, ou par là, ou par là, donc il y a 3 dimensions, je peux aller par là. Donc l'argument, c'est pas ça en fait. C'est les 3 extrêmes de toutes les directions qu'on peut prendre. Alors oui, mais alors extrême en quel sens? Dans le sens où, par exemple, entre la hauteur et la longueur, ça qualifie entre guillemets tout le spectre de dimensions de directions qu'on peut prendre. Et du coup, c'est ça qu'on précise. Ben, on peut aller par là aussi. Puis par là. Puis par là. Donc tout le spectre, en fait, ce serait de là à là. Mais alors là, du coup, il n'y a qu'une direction. Alors du coup, il n'y a qu'une dimension. Enfin, ça ne tient pas la route. C'est intéressant quand même de se reposer cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'il y a 3 dimensions? Ou que le tableau, il n'y a que 2 dimensions.
Alors on dit, ah bah oui, bah, on peut aller par là ou par là, on peut aller comme ça, mais on ne peut pas sortir. Il n'y a pas la troisième dimension. D'accord, mais pourquoi on appelle ça une dimension et ça une dimension? Si c'est ça, ça aussi c'est une dimension. Donc une dimension, ce n'est pas une direction en fait. Mais on a tendance un peu à confondre. Oui. Pour moi, la 3D, c'est représentatif du volume. Ouais. Il y a cette notion de profondeur, mais les dimensions, c'est pas forcément ce qu'on prend par rapport à l'objet, tu dis, c'est plutôt l'espace dans lequel on peut placer l'objet. Donc, on place les points de l'objet dans un référentiel qui, lui, comprend une notion de profondeur. Donc, on a cette notion de 2D primitive. Donc, par exemple, là, si je prends le tableau qui serait en 2D, je ne vais pas prendre le bord. En gros, je vais prendre le mur pour dire que le tableau est sur le mur et que du coup, il est en 2D parce que c'est en notion de profondeur. Alors que si je prends du coup voilà ça, et bien si je la pose sur la table, je ne vais pas prendre que les bords de la table, je vais aussi prendre la hauteur. Oui, mais pourquoi vous ne dites pas que là, pourquoi vous n'avez pas rajouté 2 dimensions là par exemple? Pourquoi il n'y a pas celle-là, puis celle-là? En fait, on rajoute ça et ça en fait. Parce que d'ailleurs, cette face-là, elle-même, elle est en 2D. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Est-ce que c'est un rapport avec la topologie? C'est un objet dans lequel on peut se déplacer et si jamais on atteint le bout, ça nous ramène au... Non, parce que le plan infini, vous n'atteignez pas le bout et... Si je fais la 2D et que je la transpose, ça fait peut-être pas 4, mais que 3. Ouais, mais vous voyez que, effectivement, l'espace est à 3D, en tout cas, pour autant qu'on sache, même s'il y a des théories qui essayent d'explorer la possibilité qu'il y ait d'autres dimensions cachées, entre guillemets, etc. Mais disons, l'espace, la géométrie de la physique ordinaire est à 3 dimensions, avec l'espace-temps, ça fait 4, mais ça veut dire quoi, au fond? On voit bien que c'est censé être une propriété de l'espace. Comme vous l'avez dit, c'est l'espace dans lequel les corps sont plongés. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété des corps eux-mêmes, en quelque sorte. Mais évidemment, du coup, ça devient une propriété des corps d'être déployés à 3 dimensions. Mais on sent bien que c'est une propriété de l'espace, déjà, lui-même. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire l'espace en tant que possibilité de position. Alors, donc, je voulais juste vous faire réaliser que c'est important de comprendre ce que ça veut dire et que ce n'est pas si immédiat, parce que ça paraît évident parce qu'on a l'habitude et qu'on dit voilà, 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, et du coup on confond dimension et direction, et si c'est ça, alors il y a une infinité de directions. Donc qu'est-ce qui nous fait dire, on va commencer par le plan, qu'est-ce qui nous fait dire que dans le plan du tableau, ici, il y a 2 dimensions, et en général, donc vous dites, voilà, il y a là et puis là, et puis c'est tout, alors qu'en fait, il y a cette direction. L'idée sous-jacente, c'est que cette direction, en fait, elle n'est pas indépendante des 2 autres. C'est-à-dire que pour se déplacer le long de cette droite ici, une droite, plus simple. Enfin, quand je me déplace le long de cette droite, c'est un peu comme si je me déplaçais par là et par là. C'est l'idée que cette direction, elle n'est pas indépendante de celle-là, c'est-à-dire je pourrais me déplacer dans cette direction, puis dans cette direction, et j'arriverai au même point. Tandis que pour arriver au point là, je peux me déplacer comme je veux par là, comme je veux par là, je ne vais jamais arriver là. Et à un moment, je vais avoir besoin de sortir, d'aller dans une autre dimension. Donc il y a l'idée ici que toutes ces directions-là sont obtenues comme des combinaisons de ces 2 directions-là.
Ça, c'est très intéressant. Cette notion de combinaison, qu'on fera évoluer en notion de combinaison linéaire plus tard, est centrale, et en particulier centrale à la physique quantique, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, vous voyez que toutes ces directions sont en fait, dans le plan, sont des combinaisons de deux directions particulières. Ces deux directions particulières sont-elles particulières, justement? En fait, non. C'est-à-dire, je pourrais tout aussi bien dire que si je prends cette direction et celle-là, toutes les autres directions peuvent être obtenues comme des combinaisons de ces deux-là. C'est-à-dire que si, en partant de là, si je veux arriver là, A, par d'une origine, je veux arriver A, je peux le faire en me déplaçant dans cette direction-là, d'accord? Puis dans cette direction-là. Comment je fais ça? Ben, je me déplace, donc, alors je suppose que j'ai une notion de direction qui est établie, ça aussi, c'est-à-dire avec une notion de droite parallèle. Alors ça exige une géométrie bien particulière. Quand on fait ce dessin, notre géométrie intuitive, qui est la géométrie euclidienne, c'est des postulats d'Euclide. Par chaque point passe une seule droite parallèle à une autre droite donnée. Donc chaque point passe une certaine droite parallèle à celle-là. Je la dessine ici. Et par chaque point passe une seule droite parallèle à celle-là. Enfin, par ce point-là, donc, passe aussi une droite parallèle à celle-là. Donc voilà. Et dès lors que j'ai fait ça, je vois que deux droites qui ne sont pas parallèles, toujours postulat d'Euclide, se coupent en un point, en l'occurrence celui-là, qui est un peu la limite du tableau, qu'à cela ne tienne. Et cette construction me permet de voir que, effectivement, je peux aller de là à là en combinant un déplacement dans cette direction-là et un déplacement dans l'autre direction. Donc je peux effectivement arriver... Enfin, donc cette direction-là, du coup, c'est bien une combinaison de ces deux-là. Et on voit, par ce que je viens de dire et cette construction, qu'en fait, il suffit que vous preniez deux directions qui ne sont pas la même, donc deux directions différentes, ça vous permet de reconstruire l'ensemble des directions qui sont justement combinaisons de ces deux-là, et ça fait un espace à deux dimensions. C'est en ce sens-là qu'il y a deux dimensions. C'est que vous pouvez obtenir toutes les directions. Encore une fois, là, je m'appuie sur une notion intuitive d'espace euclidien malgré tout, mais c'est bien pour poser ça. Je vais l'étendre un tout petit peu après. Toutes les directions peuvent être obtenues comme combinaison de deux directions. Et un espace à 3D, toutes les directions peuvent être obtenues comme une combinaison de trois directions. Et on voit bien qu'effectivement, si je veux aller de là à là, eh ben, je peux faire ça, puis ça, puis ça. Ça marche donc avec trois directions que je peux prendre orthogonales comme ça, comme on le fait habituellement. Mais vous voyez que je peux très bien les prendre non orthogonales, ça ne change absolument rien. Ça n'a pas de... les directions que je singularise pour montrer, regardez, il y a trois dimensions, ces trois directions n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'elles sont indépendantes, justement, qu'on ne peut pas obtenir une en combinant les deux autres. D'accord ? Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, enfin, disons, pour permettre une généralisation, plutôt que direction, qui est quelque chose qui n'est pas bien défini a priori, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me garantit qu'il y a en ce point-là, je peux tracer une direction qui est la même qu'ici? Oui, ben justement, c'est le postulat d'Euclide, mais dans un espace courbe, imaginez une sphère. Ici, je peux dire, voilà, j'ai cette direction-là, là. Donc, mettons que ça c'est Paris, je regarde plein est à Paris, c'est une certaine direction, d'accord. Et est-ce que dans ce point-là, je peux définir la même direction? Ou
dans ce point-là, enfin, dans ce point-là, est-ce que je peux définir la même direction? Ce serait par là, non, je sortirais de la sphère, donc elle n'est pas dans l'espace de la sphère, cette direction. Donc, est-ce que je peux tracer un objet, enfin, est-ce que je peux identifier en un autre point la même direction? Dans un espace plat ordinaire, oui. En vrai, dans un espace courbe, il faudrait définir ce que ça veut dire. Et ce n'est pas garanti qu'on puisse. Et en fait, justement, le postulat d'Euclide qui dit que si vous vous donnez une droite et un point quelconque, il existe une et une seule droite passant par ce point qui a la même direction que l'autre, enfin qui a la même direction, et encore, faut dire, qui lui est parallèle, ça caractérise la géométrie plane, mais sur une sphère, il y en a, enfin, suivant la géométrie, vous pouvez avoir une infinité même de droites parallèles à une autre, ou au contraire, vous pouvez ne pas en avoir du tout. En bref, je ne rentre pas trop dans les détails géométriques, mais donc, pour s'affranchir de cette notion de direction qui n'est pas forcément bien définie si on parle d'une direction ailleurs, je vais simplement maintenant introduire les coordonnées, comme l'a fait Descartes. Donc c'est vraiment cette idée que j'ai effacée là de mathématisation ou d'algébrisation de l'espace. C'est que, je vais faire un dessin. Oh, je vais pas les prendre orthogonales parce que ça met des fausses idées en tête. On s'en fiche, comme on vient de voir, on s'en fiche complètement que les dimensions soient orthogonales. Il faut juste que ce ne soit pas la même, de façon à pouvoir obtenir toutes les autres en combinant les deux en question. Il n'y a absolument pas besoin, pour repérer la position d'un point quelconque dans le plan, donc là je suis à 2 dimensions, il n'y a absolument pas besoin d'avoir 2 droites de référence qui, de toute façon, sont arbitraires, qui soient orthogonales. Donc, je prends ces 2 directions, je prends cette origine-là, je prends un point M ici, je peux appeler ça la coordonnée X, la coordonnée Y, et je décide que là, il y a 1, ça, c'est la longueur 1, puis ça aussi, je veux dire que ça, c'est la longueur 1. J'obtiens les coordonnées de ce point-là en regardant, donc en projetant ici, parallèlement à l'autre. Alors, vous direz, j'utilise la notion de parallèle, mais je vais le faire sortir tout de suite. En projetant ici, et je peux dire que là, j'ai 1, 2, 3,2, et puis là, j'ai 1, 2, 2,8. Voilà. Et maintenant, à ce point M, je lui associe les coordonnées x égale 3,2 et y égale 2,8. Et donc, j'attribue à chaque point, qui est un point géométrique, un point de l'espace défini par le référentiel, etc., à chaque point, à chaque position relative au référentiel, j'associe 2 nombres. Et si je vous donne 2 nombres quelconques, 4 et moins 1,5, vous pouvez savoir de quel point je parle. 4, 1, 2, 3, 4, et moins 1,5, 1,5, c'est ce point-là. Voilà. M'. Donc, dire que l'espace est à 2 dimensions, en fait, c'est dire qu'avec 2 paramètres, avec 2 coordonnées, je peux repérer la position de tous les points et inversement. Il y a une relation biunivoque entre un couple de valeurs et un point. D'accord ? Et un espace à 3 dimensions, eh bien, vous pouvez vous en sortir avec 3 paramètres. Vous avez tous les points, mais par contre, vous ne vous en sortiriez pas avec seulement 2. Donc c'est le nombre minimal de coordonnées qu'il faut
pour obtenir tous les points. Donc ça veut dire que quand, la dernière fois et encore aujourd'hui, j'ai dit, en fait, un point est défini par sa distance à l'ensemble des points constituant le référentiel, c'est vrai, mais en fait, beaucoup de ces distances sont redondantes, en fait. C'est-à-dire, si ce point-là, M, a une certaine distance de A1, de A2, de A3, et si je prends un point A4 ici, si j'ai fixé les distances à A1, A2, A3, il n'y a plus le choix pour A4. D'accord ? Si là j'ai 1 mètre, là 80 cm, et là 1 mètre 20, là j'ai pas 50 mètres de là à là. D'accord ? C'est fixé en fait. Et en fait, il suffit de se donner la distance, par exemple, à 3 plans dessinés dans ce... Je refais un petit dessin à 3 dimensions. En général, on représente les choses comme ça, je sais pas, X, Y, Z. Si pour un point, je dis à quelle hauteur il est, je le projette ici, je lui donne sa coordonnée X, sa coordonnée Y et sa coordonnée Z, là, en projection orthogonale. En fait, sa coordonnée Z, c'est la distance de M au plan balayé par les directions X et Y. La coordonnée X, c'est la distance de M au plan balayé par les coordonnées, enfin par les directions Y et Z, etc. Donc en fait, en me donnant 3 distances, j'ai la distance de M à tous les autres points. Par la géométrie, en fait. De même que, je vais le refaire à 2D, c'est plus simple d'une part à dessiner et puis à voir. Je reprends du coup des droites orthogonales, parce que c'est effectivement pratique. X, Y, mon origine ici. Si le point M est repéré par sa coordonnée, je vais noter XM et YM, ça veut dire quoi qu'il a la coordonnée XM? Ça veut dire que ce point M se trouve à la distance XM de la droite au Y. C'est cette distance-là, XM. Donc ça, c'est la distance XM. Et dire qu'il a l'ordonnée YM, c'est dire qu'il est à la distance YM de la droite au X. Dès lors que j'ai cette distance-là et celle-là, j'ai aussi cette distance-là. Cette distance-là, donc la distance, je vais le noter comme ça, la distance de O à M, en fait, c'est cette distance, enfin, si je la mets au carré, c'est le théorème de Pythagore. Ça va être xm au carré plus ym au carré. Et maintenant, si je veux la distance de M à un autre point du référentiel, un M' qui a pour coordonnées X'M et Y'M, pardon pour ces trivialités, mais juste l'écrire une fois, la distance de M à M' au carré, cette distance-là, en fait, ça va être, théorème de Pythagore toujours, c'est cette distance-là au carré plus cette distance-là au carré. Et c'est quoi cette distance-là au carré? Eh bien, c'est X'M moins Xm au carré, c'est-à-dire l'abscisse ici, X'M moins Xm, cette longueur-là au carré, plus ça au carré, c'est-à-dire Ym moins Y'M. Je peux le mettre dans l'autre sens puisque je mets au carré, donc un nombre au carré c'est égal à son opposé au carré. Et donc voilà, j'ai la distance de M à tous les autres points dès lors que je connais 2 coordonnées simplement pour chaque point. Donc vous voyez que cette notion de coordonnées, enfin, c'est très pratique et ce petit calcul, je n'ose pas appeler ça un calcul, montre comment effectivement en connaissant, en définissant chaque point par 2 coordonnées, je peux connaître les distances à tous les points du référentiel caractérisés eux-mêmes par 2 coordonnées particulières. Ces coordonnées sont arbitraires, bien sûr, ça dépend de où j'ai placé l'origine et de quelle direction j'ai choisi pour les repérer. Donc ça, c'est un mode de repérage
de l'espace à 2 dimensions ici, qui est le mode cartésien, quoi. C'est très fort d'avoir fait ça, parce que c'est très pratique. Et vous voyez qu'on peut... Alors, maintenant qu'on voit ça, on se dit, oui, mais c'est juste une façon pratique de faire, mais en fait, on pourrait repérer l'espace à travers un système de coordonnées complètement différent. C'est-à-dire, je pourrais décider de prendre ces coordonnées-là. Je me fais une espèce de carte, mathématiquement on parle de carte d'ailleurs, de l'espace. Ici l'espace est toujours le tableau, et je peux repérer, donc je dis que ça c'est une première coordonnée 0, ça c'est la coordonnée 1, ça c'est la coordonnée 2, la coordonnée 3, hein, dans une certaine direction, donc ça augmente par là. Et puis ça c'est la coordonnée... l'ordonnée 0, l'ordonnée 1, l'ordonnée 2, l'ordonnée 3. Donc ici, ce point-là, évidemment on peut faire la grille plus vite, enfin vous voyez l'idée, ce point-là a pour coordonnée 0, 0, ce point-là a pour coordonnée 2, 1, etc., etc. Donc je peux choisir les coordonnées que je veux. En fait, il faut bien distinguer l'espace et la manière dont on le repère, la manière dont on attribue arbitrairement, évidemment, parce qu'on choisit notre code de repérage, manière dont on lui attribue des nombres, des coordonnées, justement. Et une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais en fait, les lois de la physique ou ce qui se passe dans la réalité physique ne peut pas dépendre de la manière, évidemment, dont je choisis mes coordonnées. Dont je choisis de repérer les points, ne dépend pas d'ailleurs du fait que j'ai l'idée de mathématiser l'espace, justement. Il se passe ce qui se passe. Mais simplement, il y a quand même quelque chose de pas arbitraire derrière, c'est que l'espace, là, enfin celui du tableau, il a 2 dimensions. Ça, c'est pas arbitraire, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il est possible de repérer chacun de ces points par un jeu de 2 coordonnées. Il y a 1000 façons de le faire, il y a une infinité de façons de le faire, mais on peut le faire, et on ne pourrait pas le faire avec juste un paramètre. Donc c'est une réalité mathématique et physique de l'espace dont on parle. Donc dire qu'un espace a 2 ou 3 dimensions, ce n'est pas un truc arbitraire, c'est une caractéristique de l'espace. Maintenant, attribuer des coordonnées à des points, ça c'est complètement arbitraire. Ça dépend du code qu'on choisit. Alors en général, voilà, on choisit un code cartésien avec qui plus est des axes orthogonaux. Ça permet d'implémenter, justement de calculer de distance facilement avec le théorème de Pythagore. Mais vous voyez que cette manière dont on calcule les distances dépend de la géométrie sous-jacente. Alors, dépend du code qu'on a choisi, mais une fois que j'ai choisi ce code, dire que cette distance de O à M, c'est effectivement égal à ça au carré plus ça au carré, ce fameux théorème de Pythagore, ça, en fait, c'est une caractéristique de l'espace. Et en l'occurrence, ça caractérise la géométrie plane. Ça caractérise un plan. Si vous faites ça sur une sphère, une surface courbe, vous ne pourrez... bien sûr, vous pouvez choisir le code que vous voulez pour transformer des points en coordonnées, mais vous ne pourrez pas trouver des coordonnées telles que ça fonctionne en un point, enfin localement quelque part oui, mais sur l'ensemble du plan, non. Donc, cette manière, donc il y a 2 choses. Il y a attribuer des coordonnées au point via un certain code, et après il y a comment, quelles sont les distances entre les points que vous avez identifiés. Et donc, comment elles sont reliées aux coordonnées. Mais ça dépend de votre choix de coordonnées. Mais la distance, rappelez-vous, elle est première. La distance, elle est ce qu'elle est. Et les jeux de distance sont ce qu'ils sont. Donc, indépendamment des coordonnées, ce que je peux dire ici, oui, ce sera plus intéressant, voilà, indépendamment des coordonnées,
si je suis dans l'espace plan, entre ce point-là, et ce point-là, je peux tracer un triangle en reliant 3 points. Alors il faut aller tout droit. Ça, c'est une autre notion, je ne vais pas aborder ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire aller tout droit dans un espace courbe? Mais on sait gérer ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, déjà, enfin, sans introduire rien de nouveau, je peux m'intéresser, donc j'ai 3 points A, B et C, je peux m'intéresser à la distance entre A et B, à la distance entre B et C, à la distance entre A et C. Je suppose qu'ici j'ai un angle droit dans mon cas particulier. Alors, quelle que soit la manière dont je choisis mes coordonnées, il y a une chose qui va être vraie, c'est que la distance de A à B au carré plus la distance de A à C au carré est égale à la distance de B à C au carré. C'est le théorème de Pythagore, si je suis en géométrie plane. Et ça, vous voyez, là, je n'ai pas mis les coordonnées. Ça, c'est la vraie distance entre les deux points. Elle est ce qu'elle est. Pareil, pareil. Et il se trouve qu'il y a cette relation-là, quand j'ai un angle droit ici. Si je suis dans un espace qui n'est pas plat, ceci n'a plus de raison d'être vrai. Et vous voyez que ça, c'est une propriété de l'espace indépendante de la notion de coordonnées. Dans mes coordonnées biscornues, les points vont avoir les valeurs qui vont, et la manière de calculer la distance à partir des valeurs de ces coordonnées va être ce qu'elle est, compliquée, mais je peux l'écrire. Si je le fais avec des coordonnées plus sympathiques, cartésiennes, avec des angles orthogonaux, etc., je sais comment écrire ça en termes des coordonnées, mais indépendamment de ça, de toute façon, cette propriété est vraie. Ou pas, justement. Et donc la géométrie est caractérisée par la manière dont les distances entre les différents points dépendent les unes des autres. Enfin, quand je dis que, en fait, ce point est caractérisé par l'ensemble de toutes ces distances à tous ces points-là, je suis évidemment redondant, car il me suffit de connaître les distances à quelques points pour fixer les distances à tous les autres, puisqu'ils sont tous rigidement liés. Mais la manière dont toutes ces distances dépendent les unes des autres dépend de la géométrie de l'espace sous-jacent. Alors on a, pendant quasiment toute l'histoire humaine, fait l'hypothèse que notre intuition géométrique était correcte et donc que l'espace était euclidien, qui est la géométrie naturelle que nous avons tous en tête, que les oiseaux ont en tête quand ils volent d'un point à un autre, etc. S'ils voient une branche là qu'ils veulent atteindre, ils ne se mettent pas à passer par là au cas où ce soit plus court. Non, ils vont par là et ce sera la distance la plus courte. Alors, cette notion de distance la plus courte, la notion d'aller tout droit, sont deux notions différentes qui peuvent être... Enfin, il y a la notion de géodésique, une certaine façon de choisir justement... Enfin... Bref, j'en dis pas plus, c'est pas la peine. Parce que là, je tourne autour de la relativité générale, en fait, vous l'avez, je pense, bien senti. C'est-à-dire que j'essaye de parler de l'espace sans présupposer qu'il est plat, etc. Et donc, en fait, sa structure même, c'est-à-dire justement la manière, enfin, les relations de distance qu'on peut associer à deux points de l'espace, enfin, donc au sein de l'espace, sont a priori pas définies. C'est vrai qu'on a l'intuition euclidienne avec le théorème de Pythagore, hein, c'est juste ça, l'intuition euclidienne. En fait. C'est pour ça que quand Descartes a introduit des coordonnées pour faire des calculs algébriques pour traiter des notions de distance, d'angle, etc., c'est extraordinaire, parce que maintenant on peut calculer au lieu
au lieu de faire des dessins, essayer de faire des raisonnements. Alors, parfois, c'est plus pratique de faire des dessins et des raisonnements, mais je veux dire, on peut passer de l'un à l'autre et on peut traiter algébriquement bien plus de choses, numériquement, que géométriquement. Donc, certes, on a cette intuition euclidienne, mais rien dans la manière dont j'essaie d'introduire la notion d'espace ici, enfin, comme on l'a fait déjà la dernière fois à partir des référentiels, et donc en s'appuyant essentiellement sur la distance, rien n'impose que l'espace soit euclidien. Et de fait, en fait, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, et donc, c'est-à-dire à partir du moment où on réalise qu'il n'y a pas que cette possibilité, et que donc il pourrait ne pas l'être, on commence à se poser la question, ok, l'est-il? Deuxièmement, et s'il ne l'est pas, quel est-il alors? Et la relativité générale, une théorie de la gravitation, comme vous savez, en fait, est une théorie de la géométrie de l'espace, alors de l'espace-temps en fait, qu'on avait déjà identifié avec la relativité restreinte, qu'on a une entité géométrique intégrée, enfin, qui intègre justement l'espace et le temps, qu'on appelle l'espace-temps. Et en fait, les équations d'Einstein de la relativité générale sont des équations qui indiquent, en fait, qui permettent enfin, qui relient la géométrie de l'espace à son contenu matériel ou énergétique. Et donc la géométrie même de l'espace, c'est-à-dire du cadre sous-jacent au phénomène, devient un élément dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas fixé une fois pour toutes. Alors en première approximation, quand les champs gravitationnels sont faibles, essentiellement on a la géométrie de Minkowski, je dirai un mot plus tard, qui a pour la partie spatiale la géométrie euclidienne. En fait, c'est un espace-temps qui est plat, mais avec une distinction entre trois dimensions, donc 3D, 3 dimensions spatiales avec la géométrie euclidienne, et une dimension temporelle. Et ça, c'est une dimension temporelle qui est aussi euclidienne, mais sur une direction, ça ne va pas dire grand-chose. Enfin, elle est euclidienne à une dimension, si on veut. Mais pour parler d'espace et de temps, il faut déjà avoir, comme on l'a dit déjà la dernière fois, il faut déjà avoir sélectionné ou identifié, ou en tout cas spécifié un référentiel, puisqu'on ne construit l'espace que via un référentiel. Par contre, l'espace-temps, lui, il est ce qu'il est. Donc, lorsque les champs gravitationnels sont faibles, cette géométrie, peut-être, je caractériserai un peu mieux plus tard, est effectivement la géométrie sous-jacente, et donc l'espace dont on fait l'expérience au sein de chaque référentiel est effectivement un espace euclidien à 3 dimensions correspondant à notre intuition. C'est donc pas à nouveau une surprise que cette intuition soit née, parce que c'est comme ça qu'est l'espace, en tout cas c'est comme ça que la physique le décrit, et pour l'instant ça n'a pas été pris en défaut, tant que les champs gravitationnels sont faibles. Et ils le sont essentiellement partout, sauf... Enfin, il y a une courbure, c'est ça qui est responsable de la pesanteur, mais c'est localement euclidien. Et donc c'est ce dont on fait l'expérience quotidienne. C'est-à-dire l'écart, je vais le dire ça comme ça, l'écart au théorème de Pythagore est extraordinairement négligeable pour toutes les mesures ou expériences indirectes qu'on peut faire dans notre environnement quotidien, ordinaire. Bon, alors, j'étais parti de la continuité, j'ai l'air de m'en être éloigné, mais en fait, la continuité est là tout le temps, parce que parler
justement, attribuer des coordonnées à des points, c'est-à-dire attribuer des nombres qui peuvent avoir une variation continue, des nombres réels, des nombres ordinaires, tels qu'on les connaît, à des points, c'est attribuer à l'espace la même continuité que les nombres, la même continuité qu'aux nombres. Et inversement, mais les nombres, l'intuition numérique nous donne une certaine idée de la continuité. Alors on avait évoqué la dernière fois qu'en fait, la fameuse hypothèse du continu en mathématiques nous montre que on ne sait pas forcément bien caractériser la continuité, on sait définir les nombres réels, mais est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que la définition actuelle correspond à notre intuition de la continuité? Ou plus exactement, avons-nous, tous autant que nous sommes, une seule et même intuition de continuité? Ça, ce n'est pas garanti. Les mathématiques, depuis un siècle, au moins, s'interrogent sur la notion de continuité. Vous savez qu'il y a la fameuse hypothèse du continu, la question étant, est-ce qu'il y a une infinité qui se situe entre l'infinité des nombres entiers et l'infinité des nombres réels, qui soit incommensurable à l'une et à l'autre? Cette question n'est pas tranchée, et il se peut qu'elle ne soit pas tranchable avec les axiomes qui aujourd'hui constituent les axiomes de la théorie mathématique, de ZFC, là, Zermelo, Frankel, axiome du choix. J'imagine que ça vous parle, vous, non? Non? Ah, bon, alors peut-être pas que je rentre trop là-dedans. En tout cas, le continu pose problème, et il se peut que plusieurs notions de continu, je vais le dire comme ça, soient compatibles avec, donc plusieurs notions de continu distinctes, explicitement différentes, non équivalentes, soient compatibles avec tout ce que nous avons jusqu'à présent introduit dans les mathématiques. Donc, ce qu'on ignore aujourd'hui n'est pas nécessairement la totalité de la réalité mathématique. Je veux dire par là que certaines questions dont on n'a pas la réponse ne sont pas forcément le reflet de notre ignorance, c'est-à-dire qu'on pourrait savoir, juste on ne sait pas, ou on ne sait pas encore. Il se peut que certaines questions qu'on se pose ne soient pas déterminées par ce qu'on tient pour vrai, c'est-à-dire que plusieurs réponses différentes pourraient être entièrement compatibles au sens de non contradictoire avec tout ce qu'on tient pour vrai. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Et ça, c'est évidemment... au niveau de la philosophie des mathématiques, c'est extrêmement important, et c'est évidemment une question très importante en mathématiques, en lien avec les théorèmes d'incomplétude de Gödel, bien sûr. Vous connaissez Gödel, théorème d'incomplétude? Pas trop. Gödel, ça vous dit quelque chose quand même? Ouais? Bon. Gödel montre que dans tout système formel, donc un système formel à Hilbert, c'est que vous avez des axiomes, des choses que vous posez comme étant vraies,
par définition, ils sont vrais. Puis vous avez des règles d'inférence. Des règles qui vous permettent de passer d'un énoncé vrai à un autre, enfin de combiner des énoncés vrais pour faire un autre énoncé vrai, etc. Et la formalisation, enfin une démonstration, ce qu'on appelle un système formel, vous permet de faire des démonstrations, c'est-à-dire d'à partir des axiomes et des règles d'inférence, de générer tout un tas d'énoncés vrais. Vrais au sens où ils découlent des axiomes et des règles d'inférence. Gödel a montré que dans tout système formel comme ça, vous avez donc des prémices vraies par définition et des règles d'inférence valides par définition aussi, dans tout système formel suffisamment riche pour inclure l'arithmétique, 1, 2, 3, 4, 5, 12 jusqu'à l'infini, dans tout système formel comme ça, il existe des énoncés indécidables. Indécidable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de suite logique, enfin d'application du système formel, c'est-à-dire d'application des règles d'inférence à partir d'énoncés vrais, qui conduisent à affirmer l'énoncé en question, c'est-à-dire qu'il est vrai, et il n'en existe pas non plus qui conduisent à infirmer l'énoncé, c'est-à-dire à dire qu'il est faux. C'est-à-dire que si vous dites qu'il est vrai, ça ne contredit rien. Mais si vous dites qu'il est faux, ça ne contredit rien non plus. Autrement dit, plusieurs vérités mathématiques sont compatibles avec ce que vous avez introduit dans le système, avec ce que vous tenez pour vrai. Ça ne veut pas dire que l'énoncé peut être à la fois vrai et faux, c'est complètement idiot. En tout cas, dans la logique standard, évidemment, une chose ne peut pas être vraie et fausse, ou une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais, etc. Mais ça veut dire que, justement, ce que vous avez, enfin, le système que vous avez identifié, enfin, que vous avez choisi, ou que vous avez défini, oui, en posant des axiomes et des règles d'inférence, ce système est compatible avec l'énoncé indécidable en question, mais il est aussi compatible avec sa contradiction. Autrement dit, votre système n'est pas complet. Vous n'avez pas, et c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème d'incomplétude, vous n'avez pas dit assez de choses pour donner une valeur de vérité ou de fausseté à chacun des énoncés qui relèvent du système. Ce n'est pas un énoncé qui s'exprime dans les termes du système, etc. Alors évidemment, du coup, ça veut dire que cet énoncé particulier qui est indécidable, en fait, vous pouvez le rendre, vous pouvez le rendre décidable, par exemple, en postulant qu'il est vrai. Ça devient un nouvel axiome. Et vous savez qu'en faisant ça, si votre système n'était pas contradictoire, d'avoir dit qu'il était vrai, ça ne le rend pas plus contradictoire. Donc vous pouvez continuer à faire des mathématiques en disant, en fait, c'est vrai. Voilà, je décide que c'est vrai. Mais vous auriez aussi pu décider que ce n'était pas vrai. Du coup, c'est un nouveau système. Donc, l'idée générale qu'on a, intuitive, à partir de l'arithmétique, en fait, est compatible avec plusieurs mathématiques différentes. Une dans lesquelles l'énoncé en question serait vrai, une avec laquelle il serait faux. Et très bien. Oui, mais une fois que vous avez décidé qu'il est vrai, il n'en reste pas moins qu'il y a encore un autre énoncé qui est indécidable. Et alors, vous pouvez le décider. Ah, bah, tiens, celui-là, je vais dire qu'il est faux. Oui, mais il y en a encore. En fait, quel que soit le système formel, quels que soient les axiomes que vous mettez là, dès lors que le système permet de faire de l'arithmétique ordinaire, il est incomplet.
Bref, enfin, c'est intéressant. C'est un des théorèmes de Gödel. Donc, c'était un aparté parce qu'on parlait de la notion de continuité. Alors, justement, le problème du continu, c'est-à-dire, existe-t-il un infini entre le 0, 1, 2, 3, 4, si vous voulez, moins 1, moins 2, etc. Donc des nombres entiers, n, enfin, ou z, ou même q d'ailleurs. Donc cette infinité discontinue, discrète, hein, 0, 1, et la continuité de la droite des réels, comme on dit, où il y a tous les points, mais tous les points, y compris tous les points à l'intérieur entre deux points quelconques, et voilà, donc tous les points réels, donc ça c'est R. Donc tout ça, c'est des infinis de même nature, ils sont tous équivalents, ce qu'on appelle l'infini dénombrable. Et R, donc ça c'est Cantor, hein, qui a montré que R, donc l'ensemble des réels, vous connaissez cette... Ouais. L'ensemble des réels, donc tous les nombres de la droite réelle, tous les nombres décimaux avec un nombre infini de décimales, si vous voulez, ou toutes les limites de suite de nombres rationnels, bref. Ça, c'est un infini non dénombrable. Cantor a montré que cet infini était strictement plus grand que celui-là, au sens des bijections. Si vous voulez, j'en dis un mot, mais c'est peut-être pas la peine. Donc ça, c'est remarquable. Il a montré aussi qu'il y avait des infinis, une infinité d'infinis non équivalents les uns aux autres. C'est absolument extraordinaire, la notion de transfini, etc. Je note le nom si vous voulez jeter un coup d'œil à tout ça, c'est tout à fait essentiel. La question, c'est existe-t-il un infini ici intermédiaire qui serait infiniment plus infini, si je puis dire, que l'infini dénombrable, mais infiniment moins infini que l'infini des réels. C'est ça qu'on appelle l'hypothèse du continu. L'hypothèse du continu, c'est qu'il n'y en a pas. Mais ça, il est possible que dans le système d'axiomes et d'inférence actuel, ce soit indécidable, justement. C'est-à-dire qu'on pourrait décider que oui, et ça se passerait bien, et on pourrait décider que non, et ça se passerait bien. Évidemment, ça aurait des conséquences différentes sur pas mal de choses. Donc, ce n'est pas équivalent de dire que oui ou de dire que non. Et ce n'est pas à la fois oui et à la fois non. C'est simplement que ce qu'on a défini, enfin, ce qu'on considère actuellement comme étant vrai, enfin, l'architecture des mathématiques, est compatible avec les deux. Peut-être, ça n'a pas été démontré que c'est le cas, mais il serait possible, il serait bien possible. Donc, en tout cas, c'est une des questions absolument essentielles en mathématiques. Pourquoi j'en parle là alors qu'on est censé parler de physique? C'est justement parce que vous voyez que la notion de continuité, elle n'est pas bien maîtrisée. Donc maintenant, est-ce que la continuité de l'espace en physique, enfin, quelle est la nature de cette continuité? Est-ce qu'on peut parler vraiment de continuité de l'espace? Donc, la théorie de la relativité générale pose à son fondement que l'espace géométrique de la physique est ce qu'on appelle une variété différentielle de dimension 4, au sein de laquelle on peut identifier 3 d'espace et une de temps, mais
c'est une variété différentielle, et ça, c'est un mot technique, si vous voulez, pour dire que, enfin, qui en pratique dit que chaque portion de l'espace peut être mis en correspondance via des coordonnées, justement, avec R4 en l'occurrence, ou pour la partie spatiale R3 si vous voulez, même si la direction de l'espace dépend ou du temps dépend du référentiel, mais n'allons pas trop dans les détails, peut être mis en correspondance avec justement des coordonnées cartésiennes, enfin pas cartésiennes au sens de la géométrie sous-jacente, mais des coordonnées réelles, voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Donc avec R4, c'est-à-dire un ensemble de coordonnées x0, x1, x2, x3, ou x1, x2, x3, x4 si vous voulez. Voilà, 4 nombres. 4 nombres réels. Donc, qui ont la continuité des réels. Alors cette continuité des réels, elle est ce qu'elle est. C'est pas qu'on ne sait pas ce que c'est, mais je soulignais juste que on ne sait même pas s'il y a une continuité intermédiaire. Et voilà, enfin, il y a des tas de choses qu'on... Enfin, et donc, on suppose, dans la théorie de la relativité générale, que les coordonnées introduites par Descartes avec des nombres réels décrivent l'espace, mais peut-être pas. Et peut-être que jusqu'à un certain point. Et comme vous le savez, la relativité générale a des problèmes de compatibilité avec la physique quantique, plus exactement la théorie de la gravitation qu'elle constitue n'est pas quantique, et il y a de fortes chances que ce soit un problème. Et l'idée de quantifier l'espace-temps, c'est-à-dire d'introduire d'une certaine façon du discret, en tout cas, sinon dans l'espace-temps lui-même, en tout cas dans sa mesure, cette idée-là est très présente dans les réflexions physiques actuelles. Donc voilà, la question de la continuité de l'espace est loin d'être triviale. Non seulement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, et par ailleurs, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, on suppose, en physique classique, évidemment, mais même en physique relativiste, y compris en relativité générale, qu'il y a, sous-jacent à l'espace physique, la continuité des réels, et qu'on peut effectivement décrire les positions par des coordonnées réelles. Bien. En l'occurrence 4, 3 d'espace, 1 de temps, et c'est en ce sens-là qu'on dit que l'espace-temps est à 4 dimensions. Bon, j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses qui sont peut-être un peu... Enfin, alors soit trop simples, soit un peu complexes, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des remarques Ça va? C'est à peu près clair? Ouais? Ok. Alors, on va reprendre l'autre fil qu'on avait commencé à tisser la semaine dernière, celui de la loi d'inertie. Donc on a eu 2 grandes lignes de discussion. Hein. On a eu la notion de référentiel avec la construction d'un espace lié au référentiel via la notion de distance. Ces distances sont des nombres réels, par hypothèse, mais voilà, ça a l'air de bien coller quand même. L'espace a la continuité je vais mettre des variétés, en termes techniques mathématiques, des variétés différentielles. Bon, c'est pas grave si ça n'évoque pas quelque chose de très précis pour vous pour l'instant, et je vais revenir sur la différentielle. Donc ça, c'était première chose. Donc c'est le cadre au sein duquel
se mettent en place, ou se structurent, s'organisent les phénomènes. Et puis notre autre ligne de cheminement de la dernière fois, c'était donc la loi d'inertie. Donc, on a commencé à voir voilà, comment caractériser, quelles sont les lois qui se mettent en œuvre, hein, parce que donc on a vu notre intuition physique, c'est qu'il existe des objets, des corps objectifs distribués dans l'espace, éventuellement dans le temps, selon certaines régularités qualitativement définies et quantitatives, donc avec des lois quantitatives. Et on a donc le cadre, le voici. Alors il y a le temps. Je ne vais pas faire la digression tout de suite sur le temps, mais donc chez Newton, on va dire en physique classique newtonienne, c'est un temps absolu, c'est-à-dire que je peux identifier des dates. Et on est tous d'accord sur la notion d'instant, la notion de simultanéité, on va dire. Ça a un sens de dire que deux événements sont simultanés. Ils sont simultanés quand ils se produisent au même moment. Et les moments existent. J'y reviendrai. Et en physique, donc, on peut dire classique mais relativiste. Donc classique Einstein, en laissant classe, en réservant l'opposition à classique plutôt du côté de la physique quantique. Mais on va dire, je vais mettre ici relativité. À ce moment-là, le temps est relatif à un référentiel arbitraire, enfin choisi. Chaque référentiel a sa propre direction du temps, en quelque sorte, de même que pour l'espace. Bon, donc, OK, ça c'est le cadre. Et au niveau des lois, donc, on avait identifié qu'un corps, je ne le réécris pas, un corps qui est au repos et sur lequel on ne fait rien reste au repos. Et on avait vu que ça ne peut être vrai que dans une certaine classe de référentiel, puisque si je modifie le mouvement du référentiel lui-même, du coup, il va s'en suivre une modification du mouvement du corps rapporté à ce référentiel, bien évidemment. Donc, on avait parlé des référentiels galiléens. C'est ceux dans lesquels la loi d'inertie s'applique, donc c'est tautologique. Mais ce qui rend tout ça pertinent, c'est qu'il existe des référentiels galiléens, en tout cas en première approximation, ou localement. Voilà. Donc la physique classique newtonienne se construit là-dessus. Alors, on en était à voir qu'est-ce qui se passe quand la loi d'inertie est manifestement violée. Donc la loi d'inertie, c'était que si on a un corps ayant une certaine vitesse, cette vitesse reste constante si on ne fait rien. C'est ça, la loi d'inertie. Dans un référentiel galiléen. Si un corps a une certaine vitesse et qu'on ne fait rien, la vitesse reste constante. Alors j'ai mis une flèche sur la vitesse ici, c'est-à-dire que sa direction aussi reste constante, pas juste sa vitesse en norme. Alors, parlons de la vitesse. Puisque, donc, vous avez dit que ça vous parle pas, cette notation. Oh. V égale dr sur dt? Non, d'accord. Ok. Alors, bon, il y a ici une notion de vecteur. Donc, j'oublie tout ce que j'ai dit sur les espaces qui pourraient être courbes, etc. On est dans l'espace euclidien. Et je prends
Enfin, quand j'aurai besoin de coordonnées, je prends des coordonnées les plus simples, cartésiennes. J'ai le droit, ça c'est un choix complet. L'espace, il est ce qu'il est, donc je suppose qu'il est euclidien, parce qu'il l'est quasiment, et puis la physique classique, en tout cas, s'inscrit dans l'espace euclidien, donc voilà. Et les coordonnées, je fais ce que je veux. Donc, en tout cas, du coup, dans l'espace euclidien, c'est très simple, j'ai une notion de direction. La notion d'espace affine, ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans ces détails mathématiques. J'ai une notion de direction, en chaque point, je peux identifier une même direction. Et donc, quand un corps se déplace, il se déplace dans une certaine direction, et il se déplace à un certain taux, à un certain rythme, à une certaine vitesse. Ça veut dire quoi? La vitesse, c'est par définition la quantité d'espace au sens de distance parcourue par unité de temps. Et donc c'est des mètres, par exemple, par seconde. Ou des kilomètres par heure, ou des coudées par sablier. D'accord? Une mesure d'espace, de distance, une mesure de temps, et vous voyez de combien vous êtes déplacé pendant un certain temps. Étant entendu que pour une vitesse donnée, si vous regardez pendant 2 fois plus longtemps, ben vous allez avoir parcouru 2 fois plus de distance, évidemment. Mais le rapport distance parcourue sur temps que ça a pris reste le même. D'accord? Donc, la vitesse, je parle de sa norme, ça va être la distance parcourue, delta, L, la distance parcourue divisée par le temps. Et ça, bien sûr, c'est égal à 2 fois L sur 2 fois T, c'est égal à alpha L sur alpha T, où alpha est un nombre quelconque. Voilà, si vous attendez plus longtemps, vous allez parcourir plus de distance. Combien? Eh bien, autant que 2 fois plus que, vous avez que le rapport des temps. Bon, c'est évident. Alors, en plus de cette vitesse numérique, il y a la direction de la vitesse. Et cette direction, elle est définie par la direction dans l'espace. C'est-à-dire vous attribuez à la vitesse la direction du déplacement correspondant. Okay. Ah, vous me dites au fait si c'est le... Oh merde, ah non, c'est bon. Ah bah si, on arrive à la pause en fait. Ok, donc je finis juste ça. Alors, on va prendre une origine, ici. Je dessine des coordonnées cartésiennes, mais ce qu'on écrit est évidemment complètement indépendant des coordonnées, mais je les dessine pour fixer les idées. J'ai un point. Mon point d'origine, j'ai une direction X, une direction Y, ça ne vous pose pas de problème. Et je repère la position du corps, qui se trouve au point M. Je le repère par ce qu'on appelle le rayon vecteur. C'est son nom. Ou simplement le vecteur position. C'est peut-être plus simple comme ça, soyons pas trop techniques. Le vecteur position, donc c'est le vecteur qui relie notre origine au point en question. Donc ce R là, on le note OM, c'est le vecteur qui relie O à M et on met une flèche dessus pour dire qu'il voilà, y a une direction. Lors du mouvement de M, sans que M a une trajectoire comme ça,
la position varie. Donc ça va être la position à l'instant t, correspondant au rayon R à l'instant t. Ça va être la position à un autre instant t'. Et ça, ce sera la position du point M à l'instant t'. D'accord? Et donc, en moyenne, quel est le déplacement entre t et t'? Le déplacement du corps, eh bien, il s'est déplacé de ça. De R de t' ici, moins R de t, c'est ça. On va le noter delta R. Une petite variation de sa position. R, c'est donc le vecteur qui repère sa position. Donc si maintenant, je vais écrire ça, je vais dire que t c'est t', c'est t plus delta t. Entre t et t plus delta t, donc pendant un petit instant delta t en plus, le corps s'est déplacé de R à R de t plus delta t, qui est donc R plus delta R, un petit peu en plus. Et puis, si je diminue le temps ici, je prends un delta t tout petit, je vais voir que pendant ce tout petit instant, le corps s'est déplacé d'un tout petit delta R ici. Et en fait, la vitesse instantanée c'est la limite. Ça se note comme ça mathématiquement, mais ça se dit très bien en français. C'est la limite quand ce petit incrément de temps tend vers 0 de la petite variation de la vitesse divisée par le temps que ça a pris. Étant entendu que pour une vitesse donnée, c'est toujours pareil, si vous regardez 2 fois plus longtemps, vous avez fait un chemin 2 fois plus grand. Mais au cours de son chemin, là, au cours de sa trajectoire, le corps, le point M, il a vu sa vitesse varier. Peut-être que là, d'abord, il a changé sa direction, et puis peut-être que là, il allait très vite, puis là, il a ralenti, peut-être là, il est resté au repos pendant un petit moment, puis il s'est mis à accélérer. Voilà, donc à chaque instant, sa vitesse peut être différente. Donc je caractérise sa vitesse à un instant donné comme combien de chemin il parcourt à l'instant considéré par unité de temps, pendant un petit instant. Est-ce que c'est à peu près clair? Ouais. Et donc, c'est effectivement combien de chemin il parcourt par unité de temps, combien de mètres par seconde ou combien de millimètres par milliardième de seconde, enfin, vous l'exprimez comme vous voulez, les unités sont arbitraires. Mais, donc c'est combien de chemin il parcourt pendant un certain temps, mais il y a une certaine direction aussi, parce qu'il peut aller par là, ou par là, ou par là. Donc, à chaque instant, le corps est caractérisé par sa vitesse, la vitesse qu'il a à ce moment-là. Peut-être qu'elle va changer plus tard, il va peut-être accélérer, il va peut-être ralentir, mais il a à chaque instant une certaine vitesse. Et cette vitesse, c'est le chemin parcouru dans la direction où ça le parcourt par unité de temps. Si la vitesse ne varie pas au cours du temps, et je m'arrête, si la vitesse ne varie pas au cours du temps, le corps déjà aura une trajectoire rectiligne, puisque c'est toujours dans la même direction. Et donc, trajectoire rectiligne, donc si V égale constante, on a une trajectoire rectiligne. Ça, c'est parce que la direction ne change pas. Et par ailleurs, on a une trajectoire uniforme. Et ça veut dire que la même quantité d'espace est parcourue pendant un même intervalle de temps. Si vous allez à 100 km/h, en 1 heure, vous faites 100 km, en 2 heures, vous faites 200 km, et en un quart d'heure, vous faites 25 km. Mais c'est uniforme pendant un même intervalle de temps,
vous faites toujours la même distance. Donc voilà, la vitesse uniforme, ça veut dire même quantité d'espace parcouru pendant une même quantité de temps, et rectiligne, ça veut dire toujours dans la même direction. Donc la vitesse égale constante. Donc ce que dit la loi d'inertie, c'est que si on ne fait rien sur un corps, sa vitesse est constante. Il n'y a aucune raison que la vitesse change. Donc s'il est au repos, il reste au repos. Mais être au repos, c'est toujours par rapport à un certain référentiel. Donc quand vous êtes au repos par rapport à un référentiel, vous êtes en fait à une certaine vitesse par rapport à un autre référentiel, qui lui-même a une vitesse par rapport au référentiel par rapport auquel vous êtes au repos. Je ne sais pas si la phrase est claire. Mais du coup, vous gardez de toute façon cette vitesse-là. Une vitesse n'est définie que par rapport à un référentiel, puisque l'espace est défini que par rapport à un référentiel. Donc attention, il n'y a pas de vitesse absolue. Ça ne veut rien dire qu'un corps a une certaine vitesse. Il a toujours une vitesse par rapport à un référentiel, parce que tout corps est au repos par rapport à lui-même, par exemple. Donc on parle de vitesse par rapport à un référentiel, mais si c'est un référentiel galiléen, dans lequel la loi d'inertie s'applique, eh bien, s'il a une certaine vitesse et qu'on ne fait rien, il garde sa vitesse, en norme et en direction. C'est ça vraiment notre intuition profonde de l'inertie. Et donc on va voir après la pause, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas. OK ?